Merci Philippe pour l'introduction. Il a fait une très belle, superbe introduction pour ce que je vais parler aujourd'hui. En fait, je n'ai pas mis de plan, mais je considère que si on va sortir d'ici aujourd'hui, vous allez savoir tout ce qui est à peu près à jour sur comment on traite le cancer du poumon. Je pense qu'il est enregistré, donc ça serait bien aussi, si vous voulez, aussi, si je vais parler un peu rapidement. Sur quelques points. Donc, les conflits d'intérêts, c'est des conflits de collaboration avec les compagnies. Je vais quand même, ça a passé rapidement et Philippe vous en a déjà parlé. Le problème, c'est que la survie à 5 ans des cancers du poumon, tout venant, donc cancer du poumon stade 1, 2, 3 et 4, est encore la plus faible par rapport aux autres spécialités, en grande partie parce que le cancer du poumon est diagnostiqué à un stade un peu plus avancé. Une chose qui est un peu importante à mentionner, ça c'est les statistiques canadiennes de 2015. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une projection dans 20 ans, comment on considère que chaque type de cancer il va augmenter en termes d'incidence. Donc, ils ont considéré la croissance démographique et la croissance au niveau de l'âge de la population. Et ici, ils ont fait pour chaque cancer, comment on va voir en 2030 et 2028 à 2032 la croissance. Le cancer du poumon, malgré tout ce qu'on est en train de faire, son incidence va augmenter de 46,4%. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit à un stade initial, à un stade avancé. Et on sait très bien, malheureusement, qu'une grande partie de nos patients sont diagnostiqués en partie à un stade avancé. Si on a une suspicion d'un cancer du poumon, et là, aujourd'hui, je vais comme vous guider dans comment on réfléchit en clinique quand on est en équipe multidisciplinaire. Et une grande partie d'un message clé ici, c'est que nous, on ne peut rien faire tout seul. On a besoin de vous, on a besoin de travailler tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très important. Toute l'approche multidisciplinaire et l'approche de s'entraider pour appliquer tous les soins qu'on peut avoir. Donc, disons qu'on a une suspicion d'un cancer du poumon. Oui, c'est vrai qu'on a au début une radiographie du poumon, un scan ou un TEP. S'il est accessible, il reste quand même une grande partie des centres n'ont pas un accès rapide au TEP scan. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et il y a beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour accélérer l'accès au PET scan pour les diagnostics de cancer du poumon. Quand on a une tumeur périphérique, il faut mieux aller avec une biopsie transthoracique. La bronchoscopie peut des fois aider ou l'IBOS pour avoir une atteinte ganglionnaire. La tumeur, quand elle est centrale, on y va plus rapidement avec les bronchoscopies. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste pour vous expliquer une chose, que le modèle traditionnel, c'était de rentrer, prendre une biopsie, regarder en termes de pathologie, puis ce qu'on essaie de faire dans le passé, c'était qu'on randomisait les patients en essayant quelques médicaments sur plusieurs patients, puis on essayait de savoir c'est lequel médicament qui est plus avancé. Là, pour les essayer. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est une façon un peu plus avancée, c'est qu'on prend la biopsie et on essaie de déterminer quelque chose, et un terme qui est de plus en plus important et qui de plus en plus doit être introduit dans chaque dossier de patient, et je pense que pour chaque type de tumeur, pas seulement pour les cancers du poumon. C'est le mot de biomarqueur. Et quand on parle de biomarqueur, je vais quand même ouvrir une parenthèse. On a des biomarqueurs diagnostiques, on a des biomarqueurs pronostiques et des biomarqueurs prédictifs. Les différences, il y a quelques biomarqueurs qui peuvent être en même temps diagnostic, prédictif ou pronostic. Ça veut dire que quand le biomarqueur il est présent, il diagnostique une certaine entité. Quand il est pronostic, ça veut dire que s'il existe, il peut être un facteur de bon pronostic ou de mauvais pronostic. Et quand il est prédictif, ça peut prédire à une réponse à un certain traitement. Disons par exemple la mutation EGFR, c'est un marqueur prédictif de réponse aux anti-EGFR. Ça, c'est comme une parenthèse. Maintenant, Philippe a ouvert la parenthèse à la fin de dire une chose, c'est on a besoin de biopsie d'un spécimen adéquat. Qu'est-ce que ça veut dire spécimen adéquat? Et quand on parle d'un spécimen adéquat, on demande toujours au pneumologue ou au radiologue, bon, je veux une grande carotte, j'ai besoin de faire beaucoup d'analyses génétiques, beaucoup d'analyses de biomarqueurs. En général, ça devient avec les nouvelles technologies, avec nouvelles façons de faire le testing des biomarqueurs, on a besoin d'un peu moins de tissus, mais ça reste quand même qu'il y a quelques points qui sont très importants à savoir. On a besoin toujours d'un matériel adéquat. Une cytologie ou une cytoponction, des fois, peut nous mener à un diagnostic erroné, comme on a vu le troisième cas de tantôt. La biopsie de la tumeur primaire ou des métastases est également acceptable. La biopsie osseuse est de moins en moins préférée pour la simple raison, c'est que quand on fait une décalcification, on a un peu une dénaturation et une dégradation de l'ADN, et ça peut nous induire en erreur ou ça peut induire à un matériel qui est moins suffisant.
La biopsie liquide. Et là, je vais parler un peu de ça. Quand on parle de biopsie liquide, qu'est-ce que ça veut dire biopsie liquide? Biopsie liquide, ça veut dire qu'on fait une prise de sang, et c'est de plus en plus une nouvelle technologie qu'on essaie de faire. En fait, dans le sang, il circule des cellules tumorales, de l'ADN tumoral, mais aussi de l'ARN aussi tumoral. En général, quand on fait une prise de sang, on va aller rechercher tout ce qui est comme ADN, le concentrer et envoyer ça pour essayer d'avoir des analyses génétiques. Cette technologie existe, mais elle n'est pas encore en place pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elle n'est pas remboursée. Deux, elle est utilisée pour quelques mutations génétiques dont on va parler tantôt, donc la mutation de résistance aux EGFR. Mais aussi, elle n'est pas en train de nous donner à 100% ce que la biopsie de tissu est capable de nous donner. Donc, il y a une façon maintenant de plus en plus de penser, et il y a une étude, par exemple, au CHUM maintenant, de dire que si j'ai une suspicion d'un cancer du poumon pour un patient, je fais une biopsie liquide et je teste la mutation EGFR tout de suite. Et si j'ai la mutation EGFR et j'ai le diagnostic, on commence les patients tout de suite avec des anti-EGFR et on les compare à un patient qui va prendre le chemin normal. Ça veut dire scan, biopsie, pathologie, analyse génétique, puis test pour savoir l'espace entre les deux. C'est de plus en plus encourageant, mais c'est encore dans le cadre de recherche, et ça, c'est quelque chose de savoir, important de savoir. Donc, et ça, c'est vraiment mon plan d'aujourd'hui, c'est que je vais vous mettre à jour, vous dire dans la clinique, qu'est-ce qu'on utilise en termes de chirurgie, de radiothérapie, de chimio, d'immunothérapie et thérapie ciblée, où est-ce qu'on est rendu et qu'est-ce qu'on fait en général pour les traitements. Donc, quand on parle de thérapie locale ou localisée, on parle de chirurgie, on parle de radiothérapie. Et quand on parle de thérapie systémique, c'est chimiothérapie, immunothérapie et thérapie ciblée. Ça reste quand même. Pourquoi? Parce que ça, on traite localement. Ici, on traite de façon systémique. Donc, si on va parler dans la chirurgie, c'est quoi la chirurgie qu'on fait pour les patients qui existent? Bien, on peut avoir une segmentectomie, donc enlever juste un segment d'un lobe du poumon, une lobectomie, enlever un lobe en entier, ou une pneumonectomie, dépendamment de la masse de la tumeur. Mais ça ne se termine pas ici pour les chirurgies. Et ça, c'est quand on parle de multidisciplinaire, il y a plusieurs autres chirurgiens qui sont aussi impliqués dans des interventions un peu plus agressives pour des patients qui sont présélectionnés. C'est quand on veut aller opérer ce qu'on appelle une maladie oligométastatique. Avant, dans le passé, on disait un patient qui est stade 4, c'est fini, stade 4, on y va dans une intention palliative. Mais là, de plus en plus, avec le travail collaboratif qu'on fait avec des neurochirurgiens, des chirurgiens généraux, des chirurgiens thoraciques, on est capable d'aller opérer des maladies que nous, on pense que la maladie a donné une ou deux ou trois ou quatre métastases uniques pour augmenter les chances de survie des patients. Parce qu'il reste quand même quelques patients qui bénéficient d'une intervention un peu plus agressive. Je vais vous donner un exemple à la fin. Quand on parle encore une fois de oligométastase, la définition de oligo est un peu différente à travers les études, mais en général, c'est moins que 5 sites métastatiques. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont une ou deux métastases cérébrales avec une maladie qui est localisée dans le poumon. On y va de façon agressive, on leur opère le poumon, on leur opère la tête, et on les considère comme on est dans une intention curative. Mais ça, il faut toujours garder à l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des comités de tumeurs où se discutent les cas qui sont présélectionnés. Les radiothérapies. Quand on parle de radiothérapie, en général, les patients nous disent « Ah, on veut avoir du laser ou quelqu'un va nous brûler ou tout ça ». Les technologies en radiothérapie ont avancé beaucoup, beaucoup. Et avant, on avait toute cette liste de tout ça. Et ce qu'on avait avant, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie extrinsèque, externe ou external beam radiation. Ça veut dire on donne des faisceaux sur un champ de radiothérapie. Et dans cette situation, on s'entend que quand on va donner un faisceau, il y a du tissu normal qui subit beaucoup de dégâts de la radiothérapie. Cette technologie a avancé pour donner quelque chose qui est quand même implanté depuis plus que 10 ans, qui s'appelle le IMRT, ou Intensity Modulated. Ce qu'on fait, à la place de donner un seul faisceau ici, on donne un petit faisceau, un petit faisceau et un petit faisceau. Toute la force la plus importante se concentre ici, et le reste du tissu à côté va subir les effets tangentiels un peu. Et à ce moment-là, on diminue un peu les dégâts sur les tissus avoisinants. Et ça, c'est la technologie qui est utilisée maintenant dans à peu près 99% des centres ici. L'autre façon, c'est ce qu'on appelle le SBRT. Le SBRT, c'est un terme que vous allez entendre de plus en plus souvent.
c'est des façons qu'on est en train encore plus performants que la IMRT. On donne des doses beaucoup plus élevées avec des faisceaux qui sont beaucoup plus puissants et dans des endroits qui sont beaucoup plus petits. La SBRT, par exemple, est une technologie qu'on peut maintenant, pour les patients qui sont âgés, plus que 75 ans, qui refusent ou qui ne veulent pas de chirurgie pour une maladie localisée, on n'a pas besoin de les opérer, on peut les traiter par SBRT. Et il y a beaucoup d'interventions maintenant qu'on fait. Si on a, par exemple, une maladie qu'on a opérée de l'autre côté et un nodule contralatéral ici, on peut le traiter par SBRT et on y va encore de nouveau avec une attitude curative. Quand la SBRT est faite au niveau de la moelle, au niveau du système nerveux central, mais avec des technologies beaucoup plus précises, 3 dimensions, ça devient un SRS. Donc, une radiochirurgie. Les terminologies sont très proches entre SBRT et SRS. Ça dépend vraiment de la différence entre le site de tout ça. Il y a beaucoup de centres qui sont capables de faire la technologie par SBRT, mais qui ne sont pas capables de faire la SRS parce que la machine est un peu différente. La machine est beaucoup plus puissante. En 3 dimensions, on est capable de traiter plus de métastases. C'est surtout utilisé dans la métastase cérébrale. Nos patients, nous, on peut les envoyer ou bien à Sherbrooke ou bien au CHUM. Moi, je travaille à Joliette, donc on les envoie. Et à ce moment-là, les patients peuvent être traités pour 1, 2, 3 ou 4 métastases avec des thérapies très, très localisées au niveau cérébral avec des effets secondaires beaucoup moindres sur le tissu avoisinant. Donc ça, en termes de radiothérapie, il y a d'autres types de radiothérapie qui sont beaucoup moins utilisés dans le cancer du poumon, mais plus utilisés dans d'autres types de cancers, qui s'appellent comme la brachythérapie. J'ai eu un patient à qui on était obligé de le traiter par brachythérapie. On insère la sonde par bronchoscope et on donne la radiothérapie au niveau local. L'autre thérapie, c'est par radiofréquence. On utilise beaucoup plus de radiofréquence dans les métastases hépatiques de cancer du côlon, par exemple. On insère une aiguille, on donne de la radiofréquence ici, ça traite la maladie au niveau local. Juste de savoir que ça existe. Et en général, c'est les deux les plus utilisés maintenant, c'est IMRT pour les maladies qui sont localement avancées ou les SBRT pour les maladies très localisées. Et on fait de la radiochirurgie au niveau cérébral. Donc, en termes de radiothérapie, c'est quoi les indications pour la radiothérapie? On parle de radiothérapie curative. Quand on a, par exemple, un cancer du poumon stade 1 inopérable. Donc, un patient qui a 75 ans, 80 ans, qui ne veut pas d'être opéré ou pas subir de chirurgie ou qui n'est pas opérable en termes chirurgicaux, on peut faire une SBRT, c'est 3 séances de radiothérapie avec des doses qui sont quand même à visée curative. Les études comparatives, pour l'instant, ne montrent pas de différence en termes de survie, montrent une légère différence en termes de récidive locale, mais pas de différence en termes de survie. En termes curatifs, on peut aller pour les oligométastases, donc des patients qui ont 1 ou 2 métastases cérébrales, on peut les traiter par radiochirurgie et traiter ailleurs en extracérébral de façon radicale. Dans les maladies localement avancées, on donne de radiochimiothérapie concomitante. À ce moment-là, ici, on donne chimio et radiothérapie ensemble. C'est mieux que donner l'un après l'autre si on a une maladie localement avancée. Quand on parle de localement avancé, ça veut dire une atteinte ganglionnaire du même côté du cancer. Ou de l'autre côté, si on a quand même des radio-oncologues qui sont capables aussi d'inclure ça dans un champ de radiothérapie. Dans les autres côtés, la radiothérapie reste quelque chose de très important. C'est quand on parle de radiothérapie palliative. On a beaucoup de patients qui ont des douleurs, qui ont des saignements à cause d'un envahissement local, de compression médulaire. Mais ici, il ne faut pas hésiter à les envoyer en radiothérapie. Mais à ce moment-là, les radiothérapies sont des radiothérapies palliatives dans un champ de radiothérapie pour diminuer l'inflammation et l'atteinte due au cancer. Chimiothérapie, il n'y a rien de nouveau. Depuis 10 ans. Ça, c'est facile, le chapitre le plus facile. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. On n'a pas avancé depuis plus que 10 ans. Les molécules qu'on utilisait dans le passé, on est juste mieux et plus à l'aise de gérer leurs effets secondaires. Et c'est pour ça que maintenant, on dit le même protocole qu'on utilisait dans le passé. On garantit aux patients qu'on ne peut pas leur faire on va pas ils ne vont pas perdre les cheveux et on ne va pas leur donner des nausées et des vomissements. Pour la simple raison, c'est parce qu'on donne des médicaments qui sont beaucoup plus puissants pour le mal de cœur et pas parce que les chimiothérapies ont changé. La dernière chimiothérapie qui a changé, c'est 2004. Non, il y avait une autre qui était en 2006, mais on l'utilisait pour une autre indication, mais il n'y a vraiment pas de nouvelles molécules qui sont en cours. En termes d'immunothérapie, donc quand on parle d'immunothérapie, Philippe vous a dit une chose, le concept de l'immunothérapie, comment je le définis aux patients, c'est de leur dire, le cancer, il vient, il se cache de votre immunité. Moi, je vais le réveiller à votre immunité pour qu'elle attaque de nouveau le cancer. Et c'est toute la base de l'immunothérapie est basée sur ça. Le PD-L1, au fait, c'est quoi? Quand on va aller nous faire les biopsies, le PD-L1 est le seul biomarqueur
qui est commun à toutes les histologies du cancer du poumon. Et ce qui est quand même un peu important, et ça c'est donc on a parlé des non-fumeurs, des cas exceptionnels, mais quand on parle de PDL1, donc qui est le seul biomarqueur qui existe, c'est quoi au fait le PDL1? Le PDL1 est une protéine qui est exprimée à la surface de la cellule cancéreuse pour se cacher du système immunitaire. Et c'est vrai qu'il y a eu une corrélation dans le développement de toutes les molécules, de trouver que plus on a une expression de PDL1, mieux notre immunothérapie va fonctionner. C'est vrai, mais à l'inverse, on ne peut pas dire que si on n'a pas d'expression de PDL1, nos molécules ne vont pas fonctionner. Il y a plusieurs molécules qui ont fonctionné quand le PDL1 n'a pas été exprimé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme avancée dans l'immunothérapie? Et je ne vais pas vous mettre des courbes, mais je vais vous mettre des chiffres pour qu'on sache quand même où est-ce qu'on en est rendu. Il y a beaucoup d'espoir qui est rendu depuis l'immunothérapie et depuis la thérapie ciblée. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée un peu. Quand on teste le PDL1 pour des patients qui ont un adénocarcinome, on a 30% qui auront un PDL1 qui ont plus que 50%. Où est-ce qu'on en est rendu? On sait qu'il y a 48% des patients qui vont recevoir le pembrolizumab, et c'est une immunothérapie dans cette situation, qui vont rester sous ce même traitement après un an. Ce n'est pas les chiffres qui sont les plus impressionnants. Les chiffres les plus impressionnants sont la survie à 3 ans. Donc, si j'ai été diagnostiqué d'un cancer du poumon qui a un PDL1 supérieur à 50%, c'est quoi mes chances de rester en vie 3 ans et plus? Bien, les chances sont 41%. On parle d'un cancer du poumon, on n'oublie pas, ça c'est des cancers du poumon métastatiques, inopérables, avec une espérance de vie avant de l'année 2011. On parlait d'une survie à 5 ans qui est moins que 5%. Là, on parle de 41% des patients qui restent en vie 3 ans et plus avec une maladie métastatique. Et n'oublions pas, ici, dans les survies, il y a quelqu'un qui a posé la question, comment ils sont traités, ces patients? Bien, ces patients, ils reçoivent en première intention l'immunothérapie. Puis par la suite, il y a des patients qui ne reçoivent plus rien. On a beaucoup de patients qui terminent leurs 2 ans d'immunothérapie, qui maintenant ont terminé le traitement, la maladie ne progresse pas. 80% de ces patients ne vont jamais progresser. Et je vais vous donner un peu des chiffres importants de savoir sur l'immunothérapie. Parce que c'est vrai que l'immunothérapie, elle fonctionne très bien chez une proportion de patients. Et là, on peut voir, il y a une grande proportion chez qui elle fonctionne. Mais quand elle fonctionne pour très longtemps, mais quand elle ne fonctionne pas, il faut passer rapidement à autre chose. Pour les patients qui ont, encore une fois, donc, qui ont terminé les 2 ans, ça c'est des pourcentages importants à savoir, c'est que dans ces patients, on reçoit l'immunothérapie pour une période de 2 ans. Donc les patients qui ont un PDL1 plus que 50% reçoivent l'immunothérapie en général tant que ça fonctionne jusqu'à un maximum de 2 ans. Puis s'ils se rendent à 2 ans, ils ont 80% de chances que la maladie ne récidive pas. Donc, est-ce que ces patients sont guéris? On ne peut pas le savoir encore parce qu'on est encore dans le début de la découverte des suivis. Mais on sait que quand même, il y a une grande proportion de ces patients qui ne vont jamais guérir, qui ne vont jamais récidiver. Donc, c'est quoi, si on veut penser, c'est quoi la définition de la guérison? La définition de la guérison, c'est une maladie qui ne progresse pas chez un patient ou une patiente qui ne prend aucun médicament. Donc, est-ce qu'on est rendu dans un stade de dire l'immunothérapie guérit des patients qui sont en stade métastatique? Personne ne peut dire non, et encore très tôt pour dire oui, mais on est probablement en cours d'arriver à ce point. Maintenant, il y a une deuxième chose, et c'est que le cancer est un cumul de mutations génétiques et cumul d'altérations génétiques. Et ça, je vais vous montrer une chose qui est importante. Le cancer du poumon est le deuxième parmi l'accumulation de mutations et d'altérations génétiques. Et qu'est-ce que ça engendre dans le futur? Ça engendre que l'immunothérapie, au fait, c'est quoi? L'immunothérapie, on réveille le système immunitaire, il va attaquer ce qui est étranger à notre système immunitaire. Et ce qui est étranger à notre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle des néo-antigènes. Donc, plus le cancer va faire des mutations, plus il va devenir différent de notre corps. Et plus il va devenir différent de notre corps, donc notre système immunitaire, si on le réveille, il va pouvoir le reconnaître. Et c'est pour ça que l'immunothérapie, elle a fonctionné beaucoup dans le mélanome et elle fonctionne beaucoup dans le cancer du poumon. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que le cancer, la cellule cancéreuse devient tellement différente de la cellule normale que si je réveille bien mon système immunitaire, il va vraiment être très actif. Indépendamment de tout ça, il y a un nouveau biomarqueur qui est sorti, le TMB, qui est la charge de mutation tumorale qu'on a. Au début, on pensait qu'elle fonctionnait très bien. Chez une certaine population, on peut donner une double immunothérapie. Mais là, on sait que depuis les données qui ont été présentées depuis 1 mois, que ça ne vaut pas la peine. Le TMB n'a pas vraiment une valeur
une valeur prédictive de réponse. Ça a probablement une valeur pronostique, mais ça n'a pas vraiment une valeur prédictive en termes de réponse contre la maladie. Donc, il y a une double immunothérapie qui est possiblement va s'en venir dans le cancer du poumon. Personnellement, je ne suis pas très convaincu de cette combinaison qu'elle est meilleure que ce qu'on donne actuellement, mais quand même, ça reste quand même à savoir, c'est qu'il y a des patients qui, et ça, on est en train de s'éloigner un peu plus dans l'administration de chimiothérapie. Et les patients nous disent, moi, je ne veux plus de chimio, je veux juste de l'immunothérapie. Oui, si on est capable, avec l'immunothérapie, d'augmenter ce pourcentage de guérison ou de pourcentage de ces patients qui ne vont plus recevoir d'autres traitements, oui, ça, je serais d'accord avec ça. Mais la chimio reste quand même un élément un peu important. Et une grande partie des patients maintenant reçoivent une double traitement immuno-chimio. Les 70%, à peu près 50% des patients reçoivent une combinaison de chimio plus immunothérapie. Les autres 30% reçoivent de l'immunothérapie tout seul. Donc, si on combine les deux, est-ce qu'on améliore la réponse? Oui, parce que quand on donne la chimio, on réveille aussi, on rend les cellules encore plus étrangères. À ce moment-là, l'immunothérapie va la reconnaître encore plus. Et quand on donne les deux, la chimio plus, donc pour les 60%, quand on donne la chimio plus immunothérapie, on a 45% de chances de survie à 2 ans. Donc, les patients nous demandent, c'est quoi ma médiane de survie? C'est quoi mon espérance de vie? Si le PD-L1 est exprimé à plus que 50%, je leur dis, en moyenne, vous allez vivre 26 mois. Mais la moyenne, c'est sûr que c'est très important de vraiment bien mesurer ce qu'on est en train de leur dire parce qu'ils vont prendre le calendrier et mettre exactement le 26e mois. Alors que quand on donne immuno plus chimio, la médiane est de 22 mois. Encore une fois, on a passé d'une médiane qui est de 11 mois en 2011 à actuellement, on parle de 2 ans et plus. Et ça, on n'a pas parlé encore des thérapies ciblées. On parle juste des immunothérapies chez des patients. Et tout ça, c'est des patients qui n'ont aucune cible thérapeutique à mentionner. Donc, indépendamment du statut du PDL1, c'est sûr que c'est important de savoir que plus le PDL1 est exprimé, mieux on va être en vie. Maintenant, une autre parenthèse, c'est qu'il y a quelques patients aujourd'hui encore qui ne reçoivent pas l'immunothérapie en première intention. Ça veut dire ils reçoivent de la chimio, puis quand la maladie progresse, on leur donne de l'immunothérapie. On a des données qui sont très, très lointaines quand même, de 5 ans de survie pour les patients qui ont eu de l'immunothérapie. Ça a été présenté depuis septembre. Et dans cette situation, ce qu'ils ont fait, c'est que les 5 ans de suivi, donc les patients qui reçoivent de l'immunothérapie après échec de la chimiothérapie, me disent, c'est quoi mes chances de rester en vie 5 ans et plus? Bien, il y a 13% des patients qui vont rester en vie. Maintenant, on dit 13%, ce n'est pas vraiment énorme. Moi, je ne veux pas regarder ça qui est important. Ce qui est le message clé de cette courbe, c'est de regarder cette partie. Donc, on va regarder cette partie. Dans cette partie, les auteurs qui ont publié ça ont présenté ça. Une autre façon de voir la survivance dans l'immunothérapie, c'est que si quelqu'un reçoit l'immunothérapie et reste en vie 2 ans, leur chance de rester en vie pour toujours, 82%. Si on reçoit l'immunothérapie pour 3 ans, c'est 93%. Donc, plus on avance les patients sont en vie 2 ans et plus sous immunothérapie, les chances de rester vivants plus longtemps, rester encore présents. Il est très important ici de savoir que quand on parle d'immunothérapie, les patients nous disent à chaque fois, moi je veux l'immunothérapie et je veux être, on va toujours être sur le plateau de cette courbe. Les critères d'inclusion dans les études d'immunothérapie étaient très restreintes et ça ne reflète pas vraiment la population générale que nous, on voit dans notre bureau tous les jours. En général, une grande partie des patients qui ont un cancer du poumon aujourd'hui, malheureusement, se présentent, ils sont hospitalisés, essoufflés, maladie avancée. Dans les études, les patients, comment étaient inclus? C'est des patients quand même qui sont jeunes, stade avancé. ECOG 0,1, ça veut dire un statut de performance qui sont très, très capables de full autonome à peu près, qui n'ont pas eu qui ont assez de spécimens, ou n'ont pas de métastases cérébrales ou des métastases qui ont été traitées et qui n'ont pas de maladie auto-immune et n'ont pas de maladie pulmonaire et n'ont pas d'immunosuppression. Donc quand même, il y a beaucoup de patients qu'on exclut dans cette situation quand on veut leur donner de l'immunothérapie. Et tout en sachant qu'ici, il ne faut pas que les patients aient des thérapies, aient une altération génétique ciblable. Pour la simple raison, et ça va me permettre de passer après, les altérations génétiques qu'on cible en général avec les médicaments quand on parle de thérapie ciblée, c'est des altérations dans un stade très précoce du développement du cancer.
Et c'est ça ce qui est important de différencier. On sait que les patients qui ont des cibles thérapeutiques, que Dr. Joubert vient de vous parler, ils n'ont pas vraiment une charge de mutation, de changement très élevée pour que l'immunothérapie est en train de bien fonctionner. On est en train d'essayer de découvrir de plus en plus des mécanismes comment on peut faire rendre le système immunitaire qui peut attaquer les maladies ou les types de cancers du poumon qui ont des cibles génétiques. Ça, c'est encore en cours d'étude, mais tout en sachant que quand on parle ici de traitement, on parle des patients qui n'ont pas de cible thérapeutique, qui sont présélectionnés, qui sont en forme, qui reçoivent de l'immunothérapie, que ce soit en combinaison avec la chimio ou pas. Leur survie, et le chiffre que je veux que vous gardiez en tête, est rendu à peu près à 2 ans. Et ça, c'est quand même une avancée assez importante dans les 5 dernières années, avec à peu près 20% des patients qui sont en vie 5 ans et plus dans l'immunothérapie en première ligne. Donc, quand on parle de thérapie ciblée, c'est quoi les thérapies ciblées? C'est ciblé sur quoi? Ça, j'ai mis cette diapositive pour illustrer une chose. On parle des fois de mutations génétiques. Et quand on veut parler de mutations ou altérations génétiques, nos cellules, en général, depuis la naissance jusqu'à ce qu'elles deviennent, disons, des cellules cancéreuses, elles vont acquérir au fur et à mesure des mutations génétiques. Et ces mutations, des fois, c'est la mutation qui est la jaune, qui est en rond jaune, c'est une mutation qu'on appelle une mutation passagère. Elle est là, elle ne cause aucun problème, c'est juste que l'ADN a fait une erreur, mais l'erreur ne se traduit pas par un changement de la fonction de la cellule. Par contre, une autre mutation va commencer à apparaître, comme celle qui est l'étoile. Par contre, celle-là, on appelle driving mutation ou mutation activatrice. C'est une mutation ou conductrice. C'est une mutation qui va induire une transformation dans une fonction de la cellule et c'est cette fonction qui va continuer à s'accumuler. Et en général, même si on a des tonnes de mutations passagères, on ne va pas faire un cancer. On a besoin d'une mutation conductrice qui va s'accumuler au fur et à mesure. Puis quand on commence à traiter les patients, et à ce moment-là, on a d'autres mutations qui sont les triangles. C'est des mutations de résistance au traitement qu'on a donné. Maintenant, quand on parle d'altération, je vais vous expliquer un peu ça, c'est un peu schématique, ça c'est les réarrangements. Donc ça se réarrange entre les deux. Les autres, il y en a des tonnes d'altérations génomiques qu'on peut avoir en différents types de tumeurs. Le plus important, c'est ça, c'est quand on a une mutation génétique sur un ADN particulier, il faut que cette mutation se traduise vers un changement dans la fonction de la cellule. Si une mutation n'a pas de traduction vers un changement de la fonction, ce n'est pas une mutation, c'est juste une vibration dans le... C'est pour ça que maintenant, le problème, c'est qu'on fait du séquençage. Et tout le monde veut dire, oui, on veut faire du séquençage, et on veut faire 400 gènes, on veut faire 500 gènes. Sauf que ce n'est pas des mutations qui sont ciblables, ce n'est pas des mutations qui sont conductrices, ce n'est pas des mutations qui changent la fonction. Et surtout, ce n'est pas des mutations pour lesquelles moi j'ai un traitement. Et c'est ça le plus important. Quand on parle de changement de thérapie ciblée, on a commencé à parler de l'évolution du traitement l'évolution du traitement du cancer. En 2000, il y a eu une certaine publication qui est très importante où on a dit qu'une cellule normale se développe en une cellule cancéreuse, elle va acquérir 6 caractéristiques. Elle va être autosuffisante pour grandir, elle va se cacher du système d'apoptose, donc elle va induire sa propre angiogénèse, à ce moment-là, elle va avoir ses propres vaisseaux. Puis au fur et à mesure, on a commencé à détecter plus de mécanismes. Et ces mécanismes, comme par exemple, elle va éviter la destruction par le système immunitaire. Elle va avoir ces systèmes de croissance toute seule. Pas seulement ce qui est important dans toutes ces situations, où par exemple, elle va éviter les facteurs de croissance qui vont l'inhiber. On a développé des médicaments qui vont agir sur chaque caractéristique de chaque étape particulière. Comme là, ici, les inhibiteurs de CDK, que vous connaissez très bien, palbociclib et ribociclib. Ici, les inhibiteurs de EGFR. Il les inhibiteurs de PARP, donc olaparib, rucaparib dans les poumons. Donc, chaque étape, maintenant, on commence à la décortiquer de plus en plus et qu'on sait que chaque maladie particulière a un système qui est beaucoup plus prédominant et dans lequel ce système, on est capable de plus traiter. Comme par exemple, dans les cancers du rein, on sait que le cancer du rein dépend beaucoup de l'angiogénèse. On donne des inhibiteurs de VEGF. À ce moment-là, tout l'arsenal de traitement dans le cancer du rein serait été de développer des inhibiteurs de VEGF. Donc, plus on comprend un peu le mécanisme et la science derrière le développement, à ce moment-là, on va savoir de plus en plus quels médicaments on va proposer. Je vais vous montrer cette diapositive, mais c'est juste pour vous illustrer que avant 2007 à peu près, on avait ça.
C'était ça le cancer du poumon. On disait juste adénocarcinome, épidermoïde, puis autres. Mais là, ça, c'est dans les adénocarcinomes, on parle de tout cet arsenal de mutations génétiques et pour lesquelles ce qui est le plus important, c'est qu'on a des traitements qui sont ou bien dans des études cliniques ou bien qui sont déjà disponibles. C'est vrai qu'une grande partie du pourcentage, on a un peu de la misère à les avoir. N'oublions pas que quand on parle maintenant de séquençage génétique, on a beaucoup de patients qui viennent me dire ben moi, je ne veux pas la mutation que vous faites ici, je veux faire le test plus de mutations. Il y a plus d'autres tests. Il y a des tests comme par exemple le Foundation Medicine, que je ne suis pas d'accord de le faire à tout le monde, mais ça teste 350 gènes. Et ça, on fait une biopsie, on va aller tester, mais n'oublions pas, le plus important, c'est même si je trouve 300 mutations positives chez ce patient, s'il n'y a aucune qui se traduit en un changement de la fonction, aucun changement de fonction, c'est inutile. Ça ne sert absolument à rien. Et même si je trouve une mutation qui change, par exemple, une fonction, si je n'ai pas un médicament, aussi, ça ne sert plus à rien non plus. Par contre, l'autre partie, je l'ai montré juste pour information, on vient de parler de la biopsie liquide. Les tests existent, mais les biopsies liquides testent à peu près 70 gènes et on est limité par la capacité de savoir, un peu par exemple comme les gènes qu'on détecte par fusion, on n'est pas capable de les tester quand on fait les biopsies liquides. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a actuellement? Et pour parler un peu de la réalité, en général, on a un patient qui est diagnostiqué d'un cancer du poumon, non épidermoïde, épidermoïde. En général, pour les non épidermoïdes, ce qui est accessible avec 5 ou 6 papiers de plus, si on veut envoyer à l'hôpital juif, envoyer à McGill, envoyer au CHUM, envoyer à l'ICPQ, tout ça, c'est ça ce qu'on est capable d'avoir au Québec. Les mutations EGFR, communes et non communes, les translocations ALK, les mutations de ROS1 et les mutations de BRAF. Et en général, avec l'épidermoïde, dans des cas très sélectionnés, on peut aller chercher le GFR. Et pour tout le monde, il doit avoir PDL1. À part le BRAF, parce que c'est très compliqué encore, il y a beaucoup de paperasse à remplir. Personnellement, je pense qu'il faut que 100% des patients, et ça c'est pour répondre à une question qui vient d'être posée, c'est que est-ce que tous les patients dans tous les centres reçoivent les mêmes interventions? Moi, je pense que c'est une responsabilité médicale et c'est une responsabilité de tous les médecins de s'assurer que tout patient n'ait aucune décision thérapeutique avant ça. Et on est quand même privilégié qu'on est capable de travailler avec des centres tertiaires qui sont des centres de référence qui sont capables de nous... Moi, j'ai commencé à travailler en 2015 à Joliette. Et c'est vrai que je travaille avec des pathologistes qui nous sont quand même assez aidants. Et on a un test réflexe. Et le test réflexe permet de raccourcir un peu le temps entre le diagnostic, recevoir les analyses, faire tous les examens et que nous, on est capable de prendre la décision. Ça veut dire le pathologiste, avant que même il sache que ce patient il va être transféré pour voir un oncologue, il a eu un diagnostic de cancer du poumon, il l'envoie tout de suite au centre de référence, la mutation est faite, je vois le patient avec les mutations. Et ça, une grande partie des centres sont en train d'aller de plus en plus vers le test réflexe. Ça raccourcit le temps avant de prendre les décisions. Donc, encore une fois, les tests génétiques sont un peu spécifiques par histologie. Le PDL1 est un peu commun pour les deux. Et pour le GFR, on a une deuxième mutation de résistance. Je vais vous en parler un peu de ça, en gros. Pour les autres tests, moi, je les ai faits pour des patients qui sont présélectionnés. C'est des tests qui n'ont pas encore qui sont difficiles un peu à faire à large échelle. Plus on va utiliser le séquençage à haut débit, mieux on va pouvoir essayer de rechercher ces altérations. La seule différence avec ces altérations, c'est que si moi je vais envoyer, ce test se fait à l'hôpital juif, le test se fait à l'IUCPQ, ce test se fait à Ottawa. Et n'oublions pas qu'on parle encore d'une biopsie transthoracique qui a ramené un peu de matériel. J'ai une patiente que j'ai biopsiée 4 fois. Et là, je vais la présenter, au fait, tantôt. Elle a eu 4 biopsies. On a envoyé tous les tests qui sont possibles pour essayer de trouver des altérations génétiques. Aujourd'hui, on est quand même, encore une fois, on avance un peu. Les pathologistes demandent moins de matériel. Ils sont capables d'être plus performants avec les machines. Mais n'oublions pas que quand on parle de séquençage, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'envoyer de chat à chaque centre, parce que chaque centre, on parle de centres de référence qui sont capables de faire de séquençage. Donc, encore, quand on parle ici, on parle de réarrangement, donc ROS, réarrangement ALK et mutation BRAF et mutation EGFR. Ça, c'est les plus fréquentes. Mais on parle de fréquences qui sont un peu différentes. On parle en gros, ça, c'est
les 35%, ça c'est à BC, parce que les mutations EGFR sont beaucoup plus fréquentes chez la population asiatique. Au Japon ou en Chine, là où ils se font une grande partie des études avec les EGFR, la fréquence peut aller jusqu'à 55%. Et Dr. Joa vient de vous parler que la présence de mutations EGFR, c'est une mutation qui est surtout chez les non-fumeurs, les femmes jeunes, tout ça. La fréquence au Québec, moi je l'ai fait quand j'étais au CHUM pour le fellow. On a cherché la fréquence de la mutation EGFR autour de Montréal dans 4 ans. Et pour nous, c'était 7% à peu près. Je ne sais pas, dans votre centre, c'est à peu près 9%. Et ALK, c'est à peu près 1 ou 2%. Nous, on était aussi comme ça. Le ROS1, je sais qu'il y a 10 patients au Québec. Combien? 0,5%. Non, mais je veux dire, à date diagnostiquée, 10 patients peut-être diagnostiqués récemment cette année, à peu près. De ROS1, oui. Pour le BRAF, on n'est pas vraiment assez. Moi, j'ai trouvé un patient, je me rappelle très bien, c'est le numéro 452 dans la batch numéro 10, parce qu'il y avait 800 patients que j'ai testés, mais tellement je cherchais un BRAF que j'ai trouvé après le 452. Je me rappelle du numéro de la lame 452 parce qu'il y avait une parmi 800 tests qu'on a testés. C'est très rare, en tout cas. Pour les autres, c'est des altérations, encore une fois, qui existent, mais pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup de traitements qui sont disponibles. Maintenant, si on me dit, mon médecin aller chercher des altérations, qu'est-ce qu'il peut me donner, tout ça? Ça, c'est les traitements qui existent, qu'on est capable de donner dépendamment de l'altération génétique. Pour le GFR, on a afatinib. Dacomitinib, je l'ai mis en italique parce que on est la seule province qui ne l'a pas remboursé. Il est disponible dans les autres provinces. C'est un anti-EGFR de 2e génération. Erlotinib et gefitinib, c'est des inhibiteurs de EGFR de 1re génération. Et osimertinib, 3e génération. Je vais vous les simplifier tantôt sur l'autre schéma. ALK, quand on a un réarrangement ALK, donc il y a 5 molécules qui sont disponibles, alectinib, brigatinib, ceritinib, tout ça. Et quand on bat un réarrangement ROS, crizotinib est disponible, mais aussi larotrectinib de Roche peut être disponible aussi. Les inhibiteurs de BRAF, dabrafenib, trametinib, on les connaît de traitement du mélanome. Et dans la fusion NTRK, même si les molécules ne sont pas encore disponibles parce qu'ils n'ont pas été remboursés encore ou approuvés par l'INES, les molécules sont disponibles à travers un certain protocole de recherche, un programme d'accès. EGFR, c'est quoi? EGFR, c'est une protéine à la surface, c'est un récepteur de surface et qui fait partie de 4 en fait, récepteurs qui sont comme des frères et des sœurs. Ils doivent s'homodimériser ou s'hétérodimériser pour stimuler ce qu'on appelle une cascade de prolifération cellulaire. Ce qui se passe quand on a une mutation EGFR, c'est qu'on n'a pas besoin que l'EGFR vienne et s'homodimérise ou vienne à côté d'un autre récepteur pour s'activer, il est tout le temps activé. À ce moment-là, la cellule est tout le temps en mode de croissance, tout le temps. Quand on parle d'inhibiteurs EGFR première génération, ça veut dire qu'ils étaient des inhibiteurs juste de l'EGFR. C'était des anti-EGFR seuls. Quand on parle des inhibiteurs d'EGFR deuxième génération, c'est des EGFR qui ont inhibé tout. Donc, ils vont avoir un peu plus d'effets secondaires, mais un peu plus de puissance. Quand on parle de troisième génération, c'est des inhibiteurs d'EGFR plus sélectifs et qui vont inhiber la mutation de résistance aux premières et deuxième générations. Et ça, c'est l'osimertinib qui est la nouvelle molécule. Quand on a un diagnostic de mutation EGFR, on peut proposer aux patients donc première génération, deuxième génération ou autre. Et quand la maladie progresse, à ce moment-là, on va tester cette mutation de résistance. Donc, quand on a une mutation de résistance, c'est une résistance à la molécule. Et c'est une mutation qui se fait sur le gène de l'EGFR. On peut la rechercher par prise de sang, par l'ADN circulant. Il y a d'autres, 2, 3, 4 centres qui le font toujours par ADN circulant. Mais si le mieux, c'est d'avoir une biopsie. Il y a plusieurs patients chez qui, moi je les teste 2, 3, 4 fois à reprise avec des prises de sang. On teste l'ADN circulant et on essaie de trouver la mutation. On a testé beaucoup aussi d'épanchements pleuraux pour des cellules de la présence de la mutation. Mais si on ne trouve pas et que le patient continue à progresser, pour la simple raison, c'est que les patients qui ont une mutation de T790M peuvent bénéficier de l'osimertinib. Et à ce moment-là, ils ont quand même une médiane de survie qui est beaucoup plus supérieure que les patients chez qui on ne trouve pas la mutation de résistance.
Même après osimertinib, il y a d'autres mutations et il est important de savoir que ces patients doivent, les médecins, nous, on a quand même encore une responsabilité, c'est d'être toujours au courant de ce qui se passe. Il y a d'autres mutations qui existent, même après osimertinib. Si on est capable d'avoir plus de mutations et plus un panel de tout ça, on est capable probablement de plus étendre la vie des patients. Et il y a d'autres choses aussi importantes, et ça ici, l'importance quand on parle de séquençage génétique, c'est que les patients qui ont une mutation EGFR, il y a une sous-population de patients qui ont une autre altération génétique, que ce soit le P53 ou la perte de RB1. Ces patients, dans leur parcours de la vie, on leur traite par des anti-EGFR. On pense qu'ils font partie des patients qui vont vivre des années et des années. Puis 5 mois après, la maladie explose. C'est une minorité des patients, ça fait 10% à peu près des patients EGFR mutés, qui se transforment en un cancer du poumon à petites cellules. Et ces patients, en général, ont des altérations génétiques qu'on est capable de savoir depuis le début. Et c'est pour ça que le séquençage peut être intéressant pour nous. Au lieu de savoir juste EGFR, ALK et ROS pour mon patient, à ce moment-là, je peux savoir si mon patient a un P53, je sais qu'ils vont progresser rapidement vers un cancer du poumon à petites cellules. Donc, plus on a des altérations génétiques qu'on peut savoir, plus on peut comprendre un peu l'évolution des choses. Maintenant, avec la dernière étude qui a été présentée, on dit on veut donner de l'osimertinib à tout le monde. Les patients qui ont une mutation EGFR, on veut leur donner le meilleur traitement en premier. C'est vrai, c'est une bonne chose. Et si on veut avoir un certain chiffre, les patients qui reçoivent de l'osimertinib en première ligne, en moyenne, ils vont vivre 38 mois. Donc, si on veut revenir un peu à ce qu'on avait dit dans l'immunothérapie en première ligne, toute seule, on parle d'une médiane de survie de 26 mois. Pour immunothérapie plus chimio, on parle de 22 mois pour les patients qui n'ont pas un PDL1 élevé. Et quand on parle d'un EGFR muté, on parle de 36 mois de médiane. Médiane, c'est une moyenne. Ça veut dire que si on a j'ai 100 patients aujourd'hui devant moi qui ont une mutation EGFR que j'ai donné l'osimertinib, il y a 50 de ces 100 patients qui vont rester en vie 38 mois et plus. Maintenant, la chose, et je ne veux pas que vous trouviez ça un peu bizarre, mais pour les patients qui ont une mutation EGFR, on était en train de s'éloigner. On parle toujours de thérapie ciblée et on veut s'éloigner de leur donner de la chimio. Et les patients, maintenant, on leur dit je vais vous donner seulement un comprimé, vous allez vivre plus longtemps. Si je vais revenir ici dans 2 ans ou dans 3 ans, j'aurai un discours complètement différent et je vais vous dire qu'il y a des nouvelles données maintenant qui disent que si on combine chimiothérapie plus osimertinib, les patients vont vivre encore plus longtemps. Pourquoi je vais dire ça? Parce qu'il y a des données ils ne sont pas précliniques, ils sont des données cliniques de phase 3, mais sur des populations asiatiques. C'est 2 études qui ont été faites en pays d'Asie et qui ont montré que si on combine la chimiothérapie, ici c'était juste pemetrexed avec gefitinib, les patients vivent en moyenne 43 mois. Mais si je le combine avec ce qu'on fait actuellement, donc nous on fait actuellement carboplatin, pemetrexed, c'est la chimiothérapie standard, on les combine avec les comprimés. En moyenne, les patients vont vivre en moyenne 50 mois et plus. Donc là, maintenant, les études cliniques en cours sont en train d'utiliser osimertinib, qui est le traitement qui est standard, prendre juste un comprimé ou tout ça, avec de la chimiothérapie. Donc pour les patients avec une mutation EGFR, dans 2 ans, 3 ans, la combinaison chimiothérapie plus inhibiteur de GFR, probablement que ça pourrait devenir un standard pour la simple raison, c'est que ces patients sont en train de vivre beaucoup plus longtemps si on est capable de leur donner ces meilleurs traitements depuis le début. Pour la translocation ALK, je vais aller plus rapidement, juste pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu. ALK, c'est une population un peu plus privilégiée parce que la réponse au traitement, c'est un peu plus longue. Actuellement, le standard qui était crizotinib a été comparé à alectinib. Et on sait qu'en moyenne, juste en prenant un seul médicament, ça on n'a pas parlé des 4 autres qui existent, juste en prenant un seul, en moyenne, sur alectinib seul, les patients vont rester 34 mois sous alectinib seul. Et on est à une survie qui est de plus que 5 ans de médiane. Les effets secondaires sont différents. Ici, ça, c'est quelque chose qui a été retiré, qui est très important pour ALK. Je vais juste vous montrer les courbes un peu facilement. Ça, c'est l'étude de crizotinib. Crizotinib, c'était la première molécule inhibiteur d'ALK qui a été utilisée. Cette courbe, c'est les patients qui ont eu du crizotinib. Puis quand ils ont progressé, on a testé les mutations et on a donné d'autres comprimés. Pourquoi je veux leur montrer? Parce que ces patients chez qui on est capable de continuer à trouver des mutations et de leur donner encore des inhibiteurs de tyrosine kinase, ces patients sont en train de vivre 70% qui restent en vie 5 ans et plus.
Ce qui est important toujours dans cette situation, c'est que plus on est capable de chercher des molécules ciblées chez les patients qui ont des altérations génétiques, plus ces patients vont vivre plus longtemps. Et même avec les anomalies des mutations de EGFR, on sait qu'il y a beaucoup plus de mutations qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de les cibler, mais qu'on va être capable de les cibler un jour. Donc, ce qui est le message clé de cette situation, c'est que quand on a une altération génétique, la prise en charge est complètement différente. On va vers le moléculaire, on va vers les biomarqueurs, on va vers les mécanismes de résistance. Pour la simple raison, c'est que plus on est capable de trouver des mutations de résistance, plus on est capable de cibler ça, les patients vont vivre encore plus longtemps. Donc, deux leçons qui sont très importantes. Si on trouve une mutation ciblable, on donne des thérapies ciblées. Si on ne trouve pas et on check à ce moment-là l'expression du PDL1. Ça, c'est vraiment juste comme l'algorithme de traitement qu'on a aujourd'hui. Si les patients n'ont pas de mutation, de thérapie de mutation ciblable, on teste le PDL1. Si le PDL1 est plus que 50%, on donne de l'immunothérapie toute seule. Si on l'est moins que 50%, on combine immunothérapie plus chimio. En moyenne, je vous l'ai donné de nouveau, on parle pour les ALK, on n'a pas de moyenne, ils ne sont encore pas atteintes avec alectinib. Pour le GFR, avec osimertinib, on a 38 mois de médiane de survie, 26 mois médiane de survie, 22 mois médiane de survie. Donc, les pourcentages restent des pourcentages, mais les patients nous demandent en général aussi des pourcentages, on est quand même tout ça. Les patients qui passent en deuxième ligne et qui n'ont pas une altération génétique, s'ils n'ont pas encore eu de l'immunothérapie, ils peuvent recevoir de l'immunothérapie. S'ils ne reçoivent pas, on doit aller avec une autre chimiothérapie. Mais ici, de plus en plus, le séquençage de chaque ou deux traitements devient un peu important. La deuxième chose, c'est quand on donne les traitements, il est important de savoir une chose que ces traitements, oui, je vous ai donné, il y a beaucoup d'espoir ici, mais quelque chose qui est très important qui est la gestion des effets secondaires. Dans le passé, et même jusqu'à maintenant, on continue à avoir des patients qui se présentent aux urgences et qui disent, et même les médecins et les urgentologues, ils disent c'est un patient sous chimiothérapie. Si je veux savoir, on a essayé de voir parmi mes patients, on a pris 100 patients comme aléatoires, combien de patients prennent des thérapies orales, combien de patients prennent de l'immunothérapie et combien de patients prennent de la chimiothérapie. Les thérapies orales, indépendamment si c'est de la chimio, des thérapies ciblées ou autres, font 40%. L'immunothérapie, c'est 20%. Et il y a 30% d'autres qui sont 30% d'autres qui prennent de la chimiothérapie. Donc quand je dis en général à des patients, ben, ils viennent et prennent de la chimiothérapie, la gestion des effets secondaires est complètement différente. Donc, en termes d'immunothérapie, et ça je vais juste ouvrir une dernière parenthèse, les effets secondaires, c'est parce qu'on réveille le système immunitaire. Le système immunitaire peut attaquer à ce moment-là notre corps à nous-mêmes. Et en général, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Tout système dans notre corps peut être atteint. Le système digestif, le système pulmonaire, le système nerveux central, le système oculaire. On a eu des patients qui ont eu une cécité avec une névrite optique. On a eu des patients qui ont eu une insuffisance surrénalienne. On a des patients qui ont une atteinte du système neuroendocrinien. Donc, en gros, c'est très important de savoir c'est quel système qui est atteint. La bonne utilisation de la corticothérapie est le message clé dans la gestion des effets secondaires de l'immunothérapie. Tous les systèmes ici peuvent être atteints. Ça, je l'ai mis pour une raison, c'est qu'en 2016, c'était ça les toxicités qui ont été décrites pour l'immunothérapie. Sauf qu'il y a un système ici que vous pourrez regarder qui quand même manque complètement, c'est le système cardiovasculaire. En 2016, on ne savait pas que l'immunothérapie peut être toxique pour le cœur. Et là, on le sait, en 2018, il y a eu les premières descriptions des cas d'atteinte cardiaque. Et nous, on ne se rend même pas compte parce qu'il y a des choses qu'en général, quand un patient dit qu'ils sont essoufflés, ben, ils ont un cancer du poumon, on ne se rend même pas compte de checker quelque chose d'autre. Et malheureusement, à l'hôpital, on a eu le samedi le premier décès toxique dû à l'immunothérapie chez une patiente qui est décédée d'une myocardite. Et elle s'est présentée rapidement aux urgences avec une dyspnée. Et ben là, on a un peu plus de réflexes, mais c'était une myocardite avec une insuffisance cardiaque terminale et décédée 3 jours après, malgré ce cortico et infliximab. En tout cas, l'immunothérapie, encore une fois, on a moins d'effets secondaires qui sont quand même assez graves comme comparé à la chimio. Les patients disent « Ah, mais ça passe comme de l'eau, ça passe vrai comme de l'eau », mais il y a 5-10% des patients qui vont avoir des effets secondaires à long terme. Les effets secondaires commencent à apparaître le premier, deuxième mois à peu près, mais peuvent rester jusqu'à 100 jours après l'arrêt de l'immunothérapie à apparaître.
Et ce qui est important, c'est que maintenant, l'immunothérapie, on l'utilise comme par exemple dans le durvalumab. C'est une molécule qu'on utilise chez les patients après un stade 3. Donc, on est dans le curatif. On donne un traitement préventif ou pour diminuer le risque de récidive. Un patient qui va décéder d'une pneumonite interstitielle, on n'aurait rien gagné en leur donnant un traitement d'immunothérapie. Donc, le bénéfice, le pour et le contre, il va toujours être balancé pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. La gestion des effets secondaires, on n'a pas besoin de la prendre par cœur. Il y a des applications qu'on est capable de l'utiliser. On a juste besoin d'évaluer le patient, leur poser quelques questionnaires et à ce moment-là, on est capable de savoir c'est quoi le grade de la maladie, de l'effet secondaire. Et dépendamment du grade, la gestion de l'effet secondaire. Soit bien on donne corticothérapie toute seule, ou bien on décale le traitement. Quand on est dans le doute, il faut juste vraiment prendre une pause et un peu reculer en arrière et un peu comprendre ce qu'on est en train de faire. Pneumonite et pneumonie, je vais ouvrir ici parce qu'on est dans le cancer du poumon, c'est quelque chose les effets secondaires le plus fréquents et le plus embêtants. Parce que surtout, par exemple, dans le durvalumab, qui maintenant on le donne après radiothérapie pulmonaire, la majorité des patients ont déjà reçu de la radiothérapie au niveau du poumon et un certain niveau un peu de pneumonite. La pneumonie, en termes de pneumonie, ça c'est une atteinte infectieuse. Les patients ils toussent, ils crachent, ils ont de la température. Les symptômes durent sur des semaines et des journées. La radiographie, on fait une radiographie du poumon, ils ont une culture de crachat. Et quand on fait le mécanisme primaire, c'est une inflammation, mais secondaire à une atteinte bactérienne. Et le traitement, c'est des antibiothérapies. Alors que la pneumonite, les symptômes sont très subtils. La grande partie du temps, les patients ils viennent et disent « Ah, je suis un peu essoufflé, j'ai une toux sèche, je m'allonge, la toux augmente un peu. Ça fait quand même 2-3 semaines qu'elle est là, mais ça ne me dérange pas, je peux prendre l'immunothérapie. » Ce qui est important toujours ici, c'est que vraiment, il faut avoir, le premier réflexe, c'est d'avoir rapidement une radiographie du poumon et de regarder comment elle est en train de changer avec le temps. Et ça, c'est le premier réflexe à faire. Et avoir un seuil de faire un scan thoracique qui est vraiment très bas. Dès qu'on a la moindre suspicion, même si le patient a eu depuis 3 ou 4 semaines un autre scan thoracique et qu'on suspecte une pneumonite interstitielle, un scan thoracique est très, très important et une consultation en pneumo. On travaille très bien en collaboration avec les pneumologues. On a juste besoin de se parler. On dit « Ah, je suspecte une pneumonite interstitielle ». Nos pharmaciens qui voient les patients ont quand même très rapide de voir ça. Tout sèche, un essoufflement, tout ça, il faut vraiment flaguer un peu qu'une pneumonite interstitielle peut être là parce que la majorité des décès toxiques dus à l'immunothérapie sont à cause de pneumopathie interstitielle. Dernière chose, est-ce que quand on a des effets secondaires, on a de meilleures réponses au traitement? Oui et non. Il y a beaucoup de monde qui peuvent dire oui, certainement, parce qu'on a réveillé beaucoup le système immunitaire, à ce moment-là, il doit être efficace. Il y a quelques effets secondaires qui sont plus ou moins reliés un peu au traitement, qui sont la pneumopathie interstitielle, les colites et le système endocrinien, beaucoup moins avec l'atteinte hépatobiliaire et au niveau de la peau. Et si on fait des effets secondaires, est-ce qu'on peut redonner le traitement? Le conseil, en gros, pour faire un peu, si on n'a pas de réponse avant de donner l'immunothérapie et de faire l'effet secondaire, vous pouvez reprendre l'immunothérapie parce qu'on est en train de faire un lead challenge parce que le bénéfice-risque, c'est quand même un peu mieux. Par contre, s'il y a eu une réponse, réessayer l'immunothérapie n'a pas vraiment donné un changement un peu dans le bénéfice. Ça veut dire que si on a un patient qui répond bien au traitement et qui a à un certain point développé un effet secondaire toxique, ça veut dire qui a mené à une hospitalisation, il faut vraiment arrêter le traitement. L'association des antibiothérapies, il y a un gros problème que nous, on a dans la région, je ne sais pas si vous les avez ici, c'est que les patients ne veulent pas déranger l'oncologue souvent. Ils commencent à tousser pour n'importe quelle raison. Ils vont aller voir leur médecin qui ne sait même pas c'est quoi le traitement parce qu'on n'a pas de dossier électronique non plus. Et il n'est pas au courant de ce qu'il a. Et il leur donne un traitement de choc. Le traitement de choc qui est très connu en région, c'est de donner des antibiotiques plus 5 jours de corticothérapie. Ce qui est la pire recette pour le traitement par immunothérapie. Pour deux raisons. Un, quand on donne de la prednisone, on diminue l'efficacité de l'immunothérapie. Deux, quand on donne les antibiothérapies, quand on donne des antibiotiques, déjà on sait que les patients qui ont commencé l'immunothérapie avec des antibiotiques avant ou sans antibiotiques avant, ils vivent moins longtemps et répondent moins longtemps avec l'immunothérapie. Le Dr. Roti a publié ça. C'est qu'il y a un effet négatif de la réponse au traitement par immunothérapie chez les patients qui reçoivent des antibiotiques. Et là, ils sont en train ils ont analysé des tonnes que ce soit de sel, de comparatifs aussi à la réponse. Et pour une grande partie, c'est que quand on donne des antibiotiques, on est en train de changer le microbiome au niveau intestinal. Et à ce moment-là, on n'est plus capable de vraiment réveiller le système immunitaire.
Donc, donner les antibiotiques, ça reste inévitable. Il faut donner des antibiotiques à un certain point, mais il faut vraiment donner les antibiotiques au bon patient et au bon moment. Dernière chose, les vaccinations, c'est l'histoire de tout ça. Est-ce qu'on vaccine les patients? Oui, il y a eu des études qui ont montré que les patients qui reçoivent de l'immunothérapie par des anti-PD1, quand on les vaccine, on n'augmente pas le risque de transmettre une infection. Donc la vaccination est très sécuritaire et il faut qu'ils soient vaccinés. Il n'y a pas vraiment une date dans laquelle on peut le donner. C'est en général le lendemain ou la veille de traitement par immunothérapie. Un cas clinique que je vais présenter, c'est une patiente en janvier 2016. Elle était attachée politique. Elle avait une douleur abdominale. Elle a fait une écho. Dans l'écho, ils ont trouvé une tache au niveau du foie. Donc, ils lui ont dit, ça c'est la résonance magnétique. Ils ont fait une tache au niveau du foie, un kyste. Ils ont dit, ah, c'est un kyste, ben, faites une résonance magnétique du foie. Elle a fait une résonance magnétique du foie. Le foie était correct. Sauf que sur la résonance magnétique à la base du poumon droit, ils ont trouvé une petite tache sur le poumon. Le scan, il a montré qu'elle a un cancer du poumon. Pour vous dire, elle est allée pour douleur abdominale qui n'a rien à voir. Donc, le scan, la résonance pour le foie a montré une petite tache et on dit, ah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose dans le poumon. Ils ont fait ça, ils ont trouvé un cancer du poumon. Pas seulement un cancer du poumon, mais aussi une métastase cérébrale. Et ça, c'était septembre 2016. Donc, ça, c'était septembre 2016. L'immunothérapie n'était pas encore disponible. Cette patiente a eu 4 traitements de chimiothérapie, mais elle a eu une réponse qui est vraiment spectaculaire. Et on a fait un traitement par radiothérapie au niveau cérébral. Vu qu'elle a eu une très bonne réponse, ben, je suis allé dire ça, c'était la deuxième réponse. Donc, vu qu'elle a eu une très bonne réponse, je dis à la radio-oncologue, ben, peut-être qu'on pourrait faire un traitement plus curatif. On a fait un traitement de radiochimiothérapie sur le poumon et un traitement de radiothérapie au niveau de la tête. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle a eu malheureusement des confusions et des céphalées et elle a récidivé de nouveau au niveau de la tête 1 an à peu près plus tard, avec une maladie dans le poumon qui a continué à progresser, à répondre. Ça, ce n'était pas une progression. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité par radiothérapie terminale au niveau de la tête et la deuxième lésion par SRS, donc une radiochirurgie. Et là, elle est en rémission, ça fait 2 ans, sans aucune trace de maladie. C'est une personne qui a eu juste de la chimiothérapie, des radiothérapie cérébrale. Ça, c'est juste pour vous dire que même avant l'ère de l'immunothérapie, il y avait des patients quand même qui étaient des stade 4, qu'on guérissait tout ça. Deuxième patiente, c'était la dernière que je vais vous montrer, c'est une patiente qui a quand même une longue histoire de cancer, un cancer de la vessie, un cancer de la thyroïde 2006-2016, qui a eu un cancer du poumon de stade 3 et les radiochimiothérapie concomitante. Puis, en 2017, en novembre, elle a un ganglion en fait à droite. On biopsie le ganglion et sorti un adénocarcinome PDL1 à 100%. Et on avait à ce moment-là le programme d'accès de pembrolizumab qu'elle a commencé à avoir. Elle a eu une très bonne réponse. Ça, c'est à droite, donc ça, c'est le ganglion qui était là, avec une très bonne réponse. Sauf que durant le parcours de son traitement, qu'elle a commencé donc 1 an avant, en février, elle a commencé à avoir une progression, mais de l'autre côté, un nouveau ganglion qui est apparu. En général, ce qui est le plus important, c'est de faire. Et c'était le seul ganglion qui progressait. Donc, on l'a biopsié, on a fait de nouveau les tests et sorti la même chose, adénocarcinome, comme ce qu'elle avait en 2017 et en 2015, mais un PDL1 de 70%, ça restait positif. Dans les progressions des cancers, que ce soit par immunothérapie et des thérapies ciblées, il ne faut jamais condamner les patients et leur dire « Ah, vous avez échoué l'immunothérapie ». Il y a 3 façons quand les patients ils progressent en général, en 3 sous-types. Quand on a une oligoprogression, ça veut dire le patient, ça c'est l'orange, ça c'est ce qu'on avait comme cancer au début. Quand le cancer répond, il obtient une rémission, que ce soit partielle ou autre, et quand on continue le même traitement, puis il y a une nouvelle lésion qui apparaît. Ça c'est une oligoprogression. Et ça, de plus en plus, on devient de plus en plus agressif dans le traitement de ces patients. Surtout quand ils ont une thérapie ciblée ou de l'immunothérapie, on considère que ça, c'est un clone d'une cellule qui a échappé au mécanisme de contrôle de l'autre maladie et il a commencé à former des cancers. Ça, c'est l'oligoprogression. Le système nerveux central, c'est la niche la plus importante des oligoprogressions. On a beaucoup de patients qui reçoivent pour des années et des années des traitements par ALK ou des EGFR et continuent à avoir tous les 1 an, 2 ans une poussée d'une maladie métastatique cérébrale. On la traite par radiochirurgie, puis ils continuent de leur comprimer parce que les comprimés contrôlent bien la maladie ailleurs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas se décourager quand on a une certaine progression. C'est sûr qu'il ne faut jamais oublier que si un patient commence à avoir 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 métastases, ça, ce n'est pas une oligoprogression, ce n'est pas une progression plus loin, ça c'est une vraie progression et ces patients, leur traitement a vraiment échoué. Donc, pour revenir à cette patiente, elle avait juste une atteinte au niveau contralatéral. Donc, j'ai parlé au radio-oncologue, je lui ai dit, écoute, elle a une très bonne réponse ailleurs, je vais lui faire de la radiothérapie.
Il m'a dit, OK, bon, on fait de la SBRT sur le ganglion. Elle a eu une SBRT sur ce ganglion, et ça, c'est juste le scan. Elle a répondu de façon complète. Même ce qui était à droite avait disparu. C'est quelque chose de très important avec l'immunothérapie, c'est qu'elle elle a récidivé en cours au niveau à gauche, mais ce qui avait à droite a complètement disparu. Ça, elle m'a dit, ah, c'est un miracle. Ben, je dis un peu, mais c'est de la science aussi. Pour l'immunothérapie, ce qui est important de savoir, c'est que des fois, quand il y a un effet qu'on appelle un effet abscopal, c'est que, disons, ça, c'est 2 tumeurs. Là, moi, je donne l'immunothérapie, mais je donne la radiothérapie sur cette tumeur. C'est cette tumeur qui va diminuer aussi de taille. Pourquoi? Parce que cette tumeur a relargué de nouveaux néo-antigènes et a réveillé de nouveau le système immunitaire. Donc, on a amplifié la réponse qui existe là. Et ça s'appelle un effet abscopal. La dernière chose, c'est un patient qu'on a perdu par pneumopathie interstitielle. Donc, il y a beaucoup de succès et d'échecs. Et un autre patient, par contre, qui avait un cancer du poumon, qui a eu juste 2 doses de traitement par immunothérapie. Il a fait toutes les toxicités au monde qui existent. Il a eu une réponse complète au niveau pulmonaire et un traitement de radiochirurgie. Juste pour vous dire, ça c'était le scan de 2018, ça c'est le scan de 2018, ça c'est 2019. Et en réponse complète depuis 2 ans, avec juste 2 doses d'immunothérapie et une maladie qui était métastatique déjà cérébrale. Bon, en gros, juste pour vous dire que même si ça va faire bon. Bon, ben merci beaucoup.